Bonjour, le 24 février 2022, Vladimir Poutine déclenchait une invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Selon lui, il n'était question que d'une opération spéciale, mais il s'agissait bien d'une nouvelle phase de la guerre déclenchée en 2014 par Moscou face à ce voisin jugé trop européen et indépendant. Pour évoquer le premier anniversaire de ce conflit et éclairer ses enjeux, Mediapart s'associe à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens, le CERSEC, qui dépend également du CNRS. C'est dans ce cadre que nous avons le plaisir de recevoir Ivan Savchuk. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes expert en géographie économique, vous êtes ukrainien, et votre présence en France s'explique justement par l'attaque russe du 24 février 2022. Oui, monsieur. Quand la guerre a éclaté, nous sommes vraiment frappés. Nous ne pouvons pas imaginer que ça peut dérouler comme ça. Parce qu'avant, c'est toujours les racontes, les récits de ma grand-mère qui m'a raconté la Seconde Guerre mondiale, qui restait par cœur parce qu'elle est frappante de sa situation. Et quand cette guerre a éclaté, nous sommes collés à nos portables pour voir comment se déroule. Avant l'éclatement de la guerre, j'ai travaillé dans l'Académie nationale de défense. Et là, j'ai demandé à mes collègues qu'est-ce qui se passe. Il faut évacuer la famille. Et non, c'est pas un grand problème. Peut-être sera une grande provocation à la frontière ou la ligne de séparation avec les séparatistes, mais aucune personne n'imagine pas que la guerre s'éclate. Et même quand on était éclaté quand on a commencé les premières frappes parce que nous sommes réveillés à 14h30 exactement par l'énorme bruit et ondes du choc. Parce que vous étiez à Kiev avec Non, nous habitons à petit coron de Kiev, c'est à dehors de ville et c'est pas par hasard que nous sommes été à 10 km du base du carburant militaire et d'autre côté de 20 km de base militaire de l'Ukraine. Donc ces deux objets étaient premiers qui sont frappés et bombardés. Nous avons vu dans le ciel, quand nous sommes habités en maison privée, nous avons vu dans le ciel, quand on ouvre les fenêtres, qu'il y a une énorme quantité de divers types d'avions qui vont à l'ouest. Et parce que la première idée ce qui se passe, on ne peut pas imaginer. Après ça, mes amis français m'ont écrit « Chez vous a commencé la guerre, qu'est-ce que vous faites? Où étiez-vous » Il faut savoir la famille, mon fils, ils sont vraiment choqués. Et puis, après d'un jour, mes amis qui restaient à Kiev m'ont téléphoné pour dire que nous voulons, si c'est possible, arriver chez toi parce que nous ne pouvons pas dormir second jour. Et ils sont, en général, cette route, ça coupe 40 minutes de leur maison jusqu'à notre maison à Petite Couronne. À ce jour-là, c'est 7 heures qu'ils sont dans la rue avec dans voiture privée. Vous rejoindre. Parce qu'il y a énorme butelage à direction de l'ouest et nous habitons à côté ouest. Et quand ils sont arrivés, ils sont tombés immédiatement dormir. Parce que 2 jours, ils ne dorment pas et ils ont écouté toute cette frappe. Parce que nous, dans le village, nous avons écouté le premier jour quand on était bombardé cette base militaire, des avions militaires et du carburant. Après, c'est commencé les autres choses. Et vous savez mieux que moi qui étaient les diverses phases de cette première intervention militaire, quand Kiev a été mis encerclé. Et chez nous, quand nous avons quitté Kiev, notre maison à Kiev, c'est à 2 villages séparés, nous, avec les troupes russes. Et c'est devenu plutôt dangereux parce qu'il est impossible de sortir des maisons. Quand même. Et donc, vous avez décidé de partir d'Ukraine et vous avez été accueilli par la France. Depuis 1 an, vous êtes accueilli en France pour pouvoir continuer à mener vos recherches. Oui, mais grâce à les amis qui réussissent à réunir leurs forces et à trouver tout, parce que nous-mêmes, notre itinéraire, ça fait grâce à soutien des amis. À Varsovie, nous attendons les amis des amis. On a trouvé la possibilité de nous accueillir chez eux. Puis à Berlin aussi, c'est les amis
ami qui a trouvé là un appartement. Et comme ça, nous avons fait le trajet avec le train gratuit pour les Ukrainiens à l'époque. Nous avons le prix. Et dernière, on a pris le train le matin très tôt à Berlin. Puis, avec les changements du divers temps, nous arrivons jusqu'à minuit à Paris. Et notre petit-fils, quand il est sorti, il a dit « Papa, nous sommes retournés, c'est Kiev. » Il dit « Non, c'est Paris. » Parce qu'il n'a pas même imaginé qu'il peut aller assez loin. Alors, vous êtes, donc, je l'ai dit en introduction, vous êtes expert en géographie économique. Plus largement, de quelle manière cette guerre, depuis un an, a influencé l'économie ukrainienne? Est-ce que c'est devenu encore plus une économie de guerre, ou elle était déjà une économie de guerre et ça a renforcé des tendances qu'on avait déjà vues depuis 2014? Selon les chiffres publiés officiellement, la chute du PIB est prévue pour 32%. C'est plus bas qu'enregistré pendant les années ADP des déclassement de l'Union soviétique, quand était drastiquement les changements drastiques du système de production soviétique. Et c'est environ du même chiffre qui est calculé pour le PIB de l'Ukraine à 40 ans. Quand la chute était 42%, et l'économie n'est pas adaptée avant l'éclatement de guerre. C'est pourquoi nous avons subi beaucoup dans l'appareil de production d'industrie. Par exemple, la production du fonds chute plus de 42%. Et beaucoup des usines ne fonctionnent pas à cause de panne, d'électricité et puis des frappes. L'unique industrie qui continue de développer, c'est des services informatiques qui est très lié avec les clients en étranger parce qu'il est toujours orienté à l'étranger. Il a doublé sa part dans le PIB de l'Ukraine, devenu 100%. Quand même, la production du blé, par exemple, les chutes de 42%. Unique maïs qui a conservé sa position, et c'est grâce à commerce via couloir du céréal qui est autorisé, parce qu'avant l'éclatement de la guerre, l'économie de l'Ukraine est basée pour l'exportation. Et plus de 90% sont exportés via port maritime. Donc, le commerce maritime était vital pour l'Ukraine. Et puis, l'économie jusqu'à aujourd'hui en base pour 5 produits seulement. C'est les céréales, les minéraux du fer et semi-produits de sidérurgie, qui donnait plus de 40... Donc, la situation que vous décrivez, c'est quand même une situation de crise économique assez forte, en fait. Et comment les Ukrainiens s'adaptent à cette situation? Mais les Ukrainiens ont déjà expérience de chute brutale du revenu à l'année 90, quand on était à peu près des allocations du modèle soviétique. Les populations étaient laissées faire. Et maintenant, la même situation. Les gens, en général, préféraient aller chez les amis ou les par quelqu'un qui connaît un village pour cultiver un petit lapin de terrain. Et c'est devenu plutôt le système de autosuffisance, parce qu'ils cultivent pommes de terre pour les manger après, c'est pas le commerce. Et puis le problème qu'en Ukraine, il y a une forte stratification sociale. Il y a un pourcentage de milliardaires qui possèdent les villas à Côte d'Azur de France. Et de l'autre côté, il y a la population, selon le dernier sondage du ONU, plus de 30% de la population a nécessaire d'aide immédiate du côté des diverses structures. Très forte inégalité. Oui, c'est énorme inégalité, et puis c'est toujours frappe la population à pourvie. Et maintenant, la nouvelle vogue de paupérisation, parce que tous les salaires, à l'exception du service militaire, sont gelés en Ukraine. Et beaucoup de personnes n'aiment pas même leur salaire, parce que si tu as quitté l'Ukraine, tu n'as pas droit de recevoir plus le salaire en Ukraine. Donc, les gens ont un choix où il faut sauver la vie, où il faut rester là et commencer à lutter pour survivre. Comment ça se passe? Est-ce que les autorités donnent de l'argent pour soutenir ces gens, ou est-ce que c'est des ONG? Est-ce que En général, l'État aide seulement pour les gens qui sont temporairement déplacés à l'autre région si ils sont enregistrés.
Si personne a été enregistré chez commune locale, il peut obtenir une petite subvention de l'État, mais ça n'aide pas à le vivre parce que la somme qu'il donne, c'est 2000 grivnia, c'est environ 80 euros. C'est donc une somme qui ne sert pas seulement pour payer les factures du gaz et l'électricité, c'est tout. Après ça, il faut du manger, il faut du trouver le travail. C'est le problème que, selon les statistiques que nous possédons officiellement, chaque quatrième Ukrainien a changé sa domicile pendant la guerre. Moitié est partie à l'étranger, moitié à la région de l'Ukraine d'Est, Ouest, où maintenant il y a le problème de trouver un poste de travail. Sauf cet programmateur qui travaille à l'étranger a toujours garanti du bon travail et bon salaire qui est reçu à dollars ou euros dans leurs clients européens ou américains. Parce qu'en général, c'est le secteur qui est totalement orienté à l'exportation. En Ukraine, il n'y a pas le marché si grand pour les services informatiques. On a vu aussi, il y a eu des critiques et on l'a écrit dans Mediapart, que le gouvernement a adopté des mesures très néolibérales en fait pour libéraliser le marché notamment et qui sont très en fait au détriment des salariés. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de libéraliser l'économie? Le problème, si j'ai bien compris, quand j'ai suivi le discours officiel, le gouvernement maintenant veut faire tout pour ne pas permettre de chuter plus de production en pays, car c'est les impôts. Pour collecter les impôts, il faut de créer de nouvelles postes de travail. Parce qu'en Ukraine, les plus riches, ils préféraient de mettre toutes ces richesses dans les offshore que de payer les impôts comme les gens ordinaires. Si vous regardez même les statistiques officielles qui publiaient les grandes sociétés, les holdings, que à l'agriculture, que dans la sidérurgie, il y a toujours les chiffres nets très, très peu qui ne permettent pas de valoriser la même somme qui était avant la guerre. Et le gouvernement maintenant a un énorme problème. Pour obtenir des ressources, il faut ou augmenter l'exportation, parce que c'est une unique source pour les droits de douane et puis les impôts qu'ils collectent. Ou il faut prêter d'argent à organisations internationales ou à fonds européens. Mais quand même, le budget de l'Ukraine, maintenant, sa couverture nationale, c'est 30% pour cette année. Tous les autres sommes, il a officiellement déclaré qu'il espère bien de recevoir du côté étranger. Mais ça signifie que le budget est en pleine catastrophe parce que l'Ukraine même n'est pas peut payer sa armée. Quel est l'impact aussi parce qu'on a l'impression, en tout cas de ce qu'on a lu, de ce que j'ai lu, c'est que le Donbass était un poumon très très fort de l'économie ukrainienne. Le fait qu'aujourd'hui ce soit à la fois occupé par les Russes et puis le lieu d'une guerre, est-ce que ça aussi ça a un impact très fort sur l'économie? Donbass était spécialisé avant l'éclatement de l'Union soviétique pour les sidérurgies et extraction du charbon. Et la grande chimie aussi, chimie basée pour le gaz qui est traité et puis pour faire les divers produits de chimie de base. Et après l'éclatement de la guerre de 2014, la ligne est divisée et le plus grand impact était que chaque station thermique en Ukraine est orientée pour une certaine mine. Et ça signifie que le charbon qui est utilisé, tout le système de purification, et ça adapté à la quantité de soufre et des autres petits éléments. Et quand 2014 était bloqué, l'État a obligé de l'acheter le charbon énergétique à Australie et à l'Afrique du Sud. Et après ça, beaucoup de centrales sont été en panne parce que son système n'est pas adapté à cette quantité.
Et puis, le problème du Donbass, que la majorité de cette grande usine sont été propriété du grand holding créé par l'oligarque. Et cet oligarque, on a trouvé la formule célèbre du Rotterdam Plus, quand on a déclaré officiellement de ce charbon comme le charbon russe, mais en réalité, c'est le charbon du Donbass de l'autre côté. Il y a eu beaucoup de scandales après, mais l'État n'a pas possibilité de subsidier parce que pour faire ça, il faut d'énormes fonds pour construire une nouvelle mine. Par exemple, l'unique mine qui est construite jusqu'à aujourd'hui, de l'époque soviétique, c'est plus de 30 années. Le mine s'appelle du Nouvelle-Volhynie, numéro 10, à côté des frontières avec la Pologne, où il y a le coq qui est très apprécié à un marché mondial. Et maintenant, on a déjà changé le troisième investisseur qui tente de refaire, mais c'est les fonds qu'il faut énormes. Et il y a toujours les problèmes de propriété en Ukraine, parce que c'est pas en Ukraine la situation c'est pas comme en France. Quand on change le gouvernement, on change le président, on change les groupes qui contrôlent l'État, et donc c'est les groupes qui profitent plutôt que les partenaires étrangers. Est-ce que, toujours sur cette question de l'économie, est-ce qu'on peut dire que cette guerre, depuis 2014, renforcée en 2022, amène l'Ukraine à se tourner de plus en plus vers l'Ouest et justement à ne plus dépendre de la Russie? Mais l'Ukraine dépend de la Russie dans divers secteurs. Par exemple, le secteur frappant, c'est la production d'énergie nucléaire. Et tous les piles pour le produire, on a fait en Russie. Mais le concentrat d'uranium, c'est l'Ukraine qui l'a produit. Du Zhovte-Vody, c'est la ville en Ukraine, où on a extrait, c'est une nucléo, où on a extrait à l'époque soviétique. Il y a la chaîne énorme jusqu'à la Sibérie, où on a traité pour devenir le pile combustible pour tous les centrales à la base des modèles soviétiques. Puis l'Ukraine en a forgé avant l'éclatement de la guerre tous les concentrats d'uranium et éliminés pour produire le titan. Tous les titans du avion Airbus Boeing qui fait les Russes, c'est en fait à la base des ressources minérales de l'Ukraine. Oui, notre pays était totalement lié, et puis beaucoup de sociétés russes, avant l'éclatement de la guerre actuelle, on a acheté les grandes sociétés en Ukraine dans le secteur de l'électricité, du agricole, sidérurgie, etc., il ne peut pas dire que l'Ukraine a dit, bien sûr, dans le commerce, ça déroule. L'Ukraine est plus adaptée maintenant pour le marché européen, mais c'est plutôt parce que les Russes étaient les concurrents de même marché. Et quand les Russes réussi à créer son espace unique eurasique, il a proposé à l'Ukraine d'être intégrée. L'Ukraine a refusé parce qu'il veut l'intégrer à l'espace économique européen. Et bon, c'est le choix politique plutôt que le choix économique. Vous avez publié avec un collègue français, juste au moment peu après le déclenchement de cette nouvelle phase de la guerre, en février 2022, avec donc ce collègue qui s'appelle Denis Secker, vous avez publié un article assez intéressant et vous êtes revenu sur le pont de Crimée, en fait. Donc on a cette image de la destruction, d'une partie de la destruction du pont de Crimée après février. Ce pont de Crimée, vous expliquez que c'était un choix beaucoup plus un symbole qu'une véritable nécessité de relier la Crimée et la Russie, que c'est un choix de Poutine, donc c'est plutôt un jouet de Poutine d'une certaine manière. Oui, c'est plutôt les Russes, quand on a décidé de construire cette pont, on a comme ça de démontrer à tout le monde que la Russie a une société technologique qui permet de construire plus grand pont en Europe, parce que dans les questions économiques, c'est totalement inutile. Et quand la guerre a été... Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'échanges. Peu d'échanges, parce que de deux côtés, il y a la même zone rurale profonde agricole qui est orientée à l'exportation de son produit. Et il n'y a pas d'échanges entre eux. Si on même reprend la statistique officielle russe, il n'y a plus du flux
Crimée à l'Ukraine que le flux de cette ponte. Ça signifie que les Crimée est plus attaché économiquement à l'Ukraine qu'à la Russie, même après cette année d'annexion. Mais maintenant, la Russie, il a créé le pont terrestre parce que c'est le plus logique et plus économiquement rentable que de faire le commerce avec cette ponte créée du Crimée. Et puis, nous avons analysé, pour nous, c'est vraiment intéressant de savoir que le premier idée de construction du pont de ce genre, c'est à l'époque de Nicolas II. Et puis c'est Hitler qui a répété les mêmes idées. C'est toujours les folies du grand tyrannie de construire. Staline. Oui, qui toujours désire de construire les grandes choses pour frapper plutôt les sociétés étrangères que les sociétés internes. Parce que même nous avons déjà prognostiqué que quand la guerre a fini et la situation normalisée, cette ponte n'utilise pas parce qu'il ne sert à rien. Vous pouvez imaginer un touriste du moscovite qui prend l'avion pour aller, ou il doit prendre le train pour aller en semaine à la station balnéaire, c'est absurde. Soit mieux de prendre l'avion. La même chose pour les commerces. Le produit qui est fait dans la Crimée, avec le chemin de fer orienté à Kharkiv en Ukraine, et puis à Moscou, c'est plus efficace d'envoyer comme ça que de faire un grand encerclé pour arriver jusqu'à Volgograd, pour arriver à Moscou, un marché qui consomme tout ça. Et donc, si je vous comprends bien, la décision des Ukrainiens de frapper ce pont, c'était aussi, en quelque sorte, frapper Vladimir Poutine dans son orgueil, parce que c'est lui-même qui l'avait inauguré en 2018. Le Poutine a déclaré ça, il a dit que cette frappe n'est pas par hasard pour les Ukrainiens, que l'Ukraine, comme ça, veut démontrer qu'il peut toucher l'espace de la Russie actuelle. Et puis, c'est le problème que cette ponte est inutile, et rien de détruire. Parce que ça se sert d'une frappe du missile, un tir du bateau militaire qui détruit cette ponte-là. Il n'y a rien économiquement même pour le sens stratégique, il n'y a pas aucun sens. Parce que c'est parfait lieu pour les calculer combien de chars ou des autres blindés les Russes ont envoyés à la Crimée. Dernière question beaucoup plus personnelle, qu'est-ce que vous attendez dans les années à venir? Est-ce que vous attendez à ce que ce conflit dure? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un dialogue, une négociation, ou alors ça vous semble très très difficile? Il faut dire que maintenant, en Ukraine, tout le monde est persuadé que les victoires doivent être l'année ou 2003 ou 2024. Mais je pense que tout ça dépend de la situation du front. Si maintenant la Russie, en vrai, en a préparé une grande réserve, environ de 500 000 du militaire avec bien équipés, c'est peu de bouleverser toute la situation de la front. Et nous devons bien comprendre que les ressources humaines de l'Ukraine et de la Russie n'est pas comparable. Même si en Ukraine, maximum, on peut pour mettre sous drapeau 1 million des hommes, quand en Russie, c'est 20 millions. Donc, et puis, le problème ukrainien, que l'Ukraine ne produit pas toutes les variétés du chair, même le chair qui a produit en Ukraine, une quantité suffisante, quand la Russie a toutes les gammes du produit militaire. Du automate du Kalachnikov jusqu'à les missiles du meilleur modèle, la Russie a produit, bon, on peut dire que le peuple n'est pas produit suffisamment, mais le produit à compter de l'Ukraine qui est obligé de l'acheter tout ça ou d'obtenir dans les contacts avec les Occidentaux. Oui, d'où l'importance du soutien militaire des Occidentaux. Oui, et sans le soutien des Occidentaux, l'armée de l'Ukraine n'est pas de subir tout ça, parce que nous pouvons imaginer même les quantités de tous les déchets qui étaient la base maintenant vitale. Il faut comprendre qu'en Ukraine, il n'y a pas la possibilité de produire la même quantité qui est nécessaire pour améliorer la situation à la front. Merci Ivan Savchuk.
Merci à vous. Rendez-vous sur le site de Mediapart pour retrouver tous nos contenus, articles et vidéos sur la guerre en Ukraine à l'occasion du premier anniversaire de l'agression russe, et en particulier nos entretiens donc avec les chercheuses et chercheurs du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen, le CERSEC, qui dépend de l'École des hautes études en sciences sociales et du CNRS.